France. J'ai vécu mon enfance et ma jeunesse à Vienne, puis à Berlin, où la France était l'ennemi héréditaire. C'est ce que l'on nous enseignait à l'école. Cependant, mon père m'avait montré un jour une annonce de Reims. Une jeune fille, Suzanne, souhaitait correspondre avec une Allemande de son âge. Nous nous sommes écrits, avons échangé des photos. Et je rêvais parfois de Suzanne et de Reims. Cela se passait peu après la Première Guerre mondiale. Mes parents et leurs amis disaient « plus jamais de guerre ». Ils ont raison, surtout plus jamais de guerre, pensais-je. Moi, par exemple, il avait fallu m'expédier en Hollande et mon frère au Danemark. Parce que, au régime des soupes distribuées par l'association viennoise des écrivains à ses membres, nous maigrissions à vue d'œil. Dans mon école berlinoise, au cours d'histoire, le professeur citait le nom d'une bataille, désignait un élève du doigt, celui-ci devait se lever d'un bond et en donner la date. Parfois, pour varier les plaisirs, il procédait en sens inverse. Date, doigt, nom de la bataille. Celle de la forêt de Teutobourg étant la plus prisée. Notre cours d'histoire fut l'une des raisons qui me poussèrent à adhérer à l'Union des élèves socialistes. Elle avait des sections locales à l'école Karl Marx de Neukölln et dans d'autres établissements berlinois d'enseignement secondaire court, principalement fréquentés par des élèves issus des familles ouvrières. Nous étions curieux, avides de savoir, anxieux de tout comprendre. Nous allions à des réunions, des manifestations, des conférences, participions à des débats politiques. Un jour, je me suis trouvée prise dans une bagarre. Les casques d'acier avaient fait irruption dans une assemblée des jeunesses ouvrières socialistes. Lors d'une réunion électorale, je vis des types de la bannière du Reich démolir à coups de bâton, de matraque et de casse-tête. Ils tapaient systématiquement sur la tête. Une poignée de communistes, coupables de troubler la séance en apostrophant les orateurs et en scandant des slogans. Mais ils sont comme les casques d'acier, me dis-je, horrifié. Et je me trouvais lâche. Je sentais que j'avais le devoir de faire quelque chose contre ces brutes. L'heure d'y aller avait sonné. La terre entière semblait s'être donné rendez-vous à Marseille. La ville était bondée de réfugiés, dont des légions d'émigrés allemands. Le grand port incarnait l'espoir de se libérer du piège. Hans, mon mari, se méfiait des plans d'évasion aventureux du style bateaux illégaux et traversées clandestines. Jusqu'à présent, tous avaient capoté, l'un après l'autre. Il préférait se sentir sur la terre ferme. Et tous ces systèmes biscornus, appui d'un consul, obtention d'un visa de transit ou d'une autorisation de transfert de devises, supposez vous mener en Amérique du Nord ou du Sud, ne revenait-il pas à se cramponner à des chimères parce qu'on se sentait passé par l'inconcevable réalité? Où des gens comme nous, sans relation, sans papier, sans argent, pourraient-ils aller, alors que tous les pays neutres nous rejetaient comme des pestiférés? En revanche, nous pourrions toujours, en France, plonger dans la clandestinité. Pour nous, cette situation ne serait pas nouvelle. Nous en avions l'habitude depuis 1933. Même dans le contexte actuel, il devrait y avoir moyen de trouver un refuge, estimait mon mari. Il existait toujours des gens bien. Et c'est probablement à la campagne, affirmait-il, que nos chances seraient les meilleures. Au temps où, fuyant l'offensive allemande, il faisait route vers le sud, il avait été à plusieurs reprises recueilli par des paysans. Hans, le berlinois en uniforme français, se sentait en sécurité chez des Français qui le cachaient des Allemands. Dans le Massif central, par exemple, il y aurait certainement toutes sortes de possibilités. Dans ces coins-là, on était introuvables. Et nous pourrions y passer l'hiver à l'abri, quelle que soit la durée de l'hiver nazi. Cela remonte à plus de 40 ans. Je sais que c'était le 25 septembre 1940. Je m'étais couché quelques heures auparavant, lorsqu'un coup frappé à la porte me réveilla, et encore tout ensommeillé, entrebâillait la porte. Je me frottais les yeux. Devant moi se tenait l'un de nos amis, Walter Benjamin, qui, comme beaucoup d'autres, s'était réfugié à Marseille quand les Allemands avaient envahi la France. Le vieux Benjamin, comme nous l'appelions. Je ne sais pas pourquoi, il avait seulement 48 ans.
Veuillez m'excuser de vous déranger, chère madame. J'espère que ma visite n'est point importune. Le monde, pensais-je, vacille sur ses bases, mais la politesse de Benjamin demeure inébranlable. Monsieur votre époux m'a expliqué comment je puis vous trouver. Il m'a dit que vous me ferez passer la frontière espagnole. Monsieur mon époux a dit ça. C'est bien de lui. Il tient pour acquis que, quoi qu'il se passe, je me débrouillerai. Mon mari ne peut pas le savoir encore, mais j'ai effectivement eu vent, depuis mon arrivée, d'un chemin sûr pour passer la frontière. L'ancien parcours, longeant le mur d'enceinte du cimetière de Cerbère, est malheureusement devenu trop dangereux. Il ne reste qu'un seul trajet, encore sûr, la route Lister. Mais cela signifie qu'il faut franchir les Pyrénées plus à l'ouest et affronter une ascension plus pénible, car les crêtes y sont plus élevées. Ça ne fait rien, assura Benjamin, du moment que c'est un chemin sûr. Je dois toutefois vous préciser que je suis cardiaque et ne pourrai pas marcher vite. Par ailleurs, je suis en compagnie de 2 autres personnes rencontrées à Marseille, désireuses de passer la frontière avec moi. Une madame Gurland et son jeune fils. Acceptez-vous de les emmener? Oui, bien sûr, mais vous êtes bien conscient que je ne suis pas un guide expérimenté. En réalité, je ne connais pas le chemin. Je n'ai encore jamais pris. Je possède simplement un bout de papier avec un itinéraire que le maire, M. Azéma, m'a tracé de mémoire. Êtes-vous décidé à prendre ce risque? Oui, certainement, répliqua-t-il sans la moindre hésitation. Le véritable risque serait de ne pas partir. Azéma nous conseilla de profiter de l'après-midi pour effectuer, en guise de promenade, la première partie du trajet. L'expérience permettrait de voir si nous trouvions le chemin. Montez jusqu'à cette clairière, dit-il en la pointant sur son schéma, passez la nuit à l'auberge, et demain matin, vers les 4 heures, quand il fait encore sombre et que les paysans vont au vignoble, mêlez-vous à eux et poursuivez jusqu'à la frontière. Benjamin demanda à quelle distance se trouvait la clairière. À 1 heure de marche environ, 2 au maximum. Une belle balade. Je vous remercie infiniment, monsieur le maire, prononça Benjamin. Sa voix résonne encore à mon oreille. À l'auberge, nous retrouvons les Gurland et leur expliquons notre plan. Ils donnent immédiatement leur accord. Nous voici donc partis tous les 4, marchant sans nous presser, en touristes soucieux seulement d'admirer le paysage. Je remarque que Benjamin porte une serviette. Sans doute l'a-t-il prise durant notre halte à l'auberge. Elle paraît lourde. Je lui demande si je puis l'aider. Elle contient mon dernier manuscrit, explique-t-il. Mais pourquoi donc l'emportez-vous maintenant? Nous sommes seulement partis en exploration. Vous savez, cette serviette est mon bien le plus précieux. Pas question de la perdre. Ce manuscrit doit être sauvé. Il est plus important que ma propre personne. Il nous aura fallu presque 3 heures pour arriver à la clairière. D'après Azéma, ça représentait environ 1/3 du trajet. Benjamin s'allongea et ferma les yeux. Je me fis la réflexion qu'il devait être épuisé. Nous nous apprêtions à repartir, mais il ne se levait toujours pas. Êtes-vous encore fatigué? Je vais bien. Redescendez tous les 3. Je reste ici. Je vais passer la nuit ici. Et vous me reprendrez au passage demain matin. Encore pire que ce que j'avais pu imaginer. J'entrepris d'essayer de le dissuader, avec des arguments suffisamment rationnels pour qu'il les accepte. Nous sommes en pleine montagne. Il risque d'y avoir des bêtes féroces. Le coin grouille de contrebandiers. Par-dessus le marché, il n'y a rien à manger. Non, rester ici serait vraiment une idée impossible. Sa décision, répliqua-t-il, était irrévocable, car elle se fondait sur un raisonnement d'une logique élémentaire. Quel était son objectif? Passer la frontière, pour ne pas tomber, lui et son manuscrit, aux mains de la Gestapo. Il en avait atteint 1/3, mais si à présent il rentrait au village, il devrait refaire tout ce chemin le lendemain matin, et son cœur, selon toute probabilité, n'y résisterait pas. Par conséquent, il passera la nuit ici. En ce cas, je reste aussi.
C'est vous qui me défendrez contre vos bêtes féroces, chère madame? Il serait déraisonnable de rester, m'expliqua-t-il calmement. J'avais seulement, je crois, voulu le provoquer, dans l'espoir de le faire renoncer à son projet, mais ça n'avait servi à rien. Mijotait-il ce coup dès le départ, ou n'a-t-il décidé de rester là-haut que parce que la marche l'avait totalement épuisé? Par ailleurs, il a emporté cette lourde serviette. Peut-être quelque chose ne tourne-t-il pas rond du côté de sa volonté de vivre? Avec cet état d'esprit, quelle sera sa réaction? Dans quelle direction se laissera-t-il entraîner à l'heure du danger? Notre chemin, la route Lister, était en contrebas de la route, masqué par les surplombs rocheux, et de la sorte dérobé au regard des gardes-frontières français qui patrouillaient là-haut. À certains endroits, cependant, les deux voies se rapprochaient dangereusement, et nous devions veiller à ne faire aucun bruit. Benjamin avançait d'un pas lent et régulier. À intervalles égaux, toutes les 10 minutes, me semble-t-il, il s'arrêtait, s'accordait environ 1 minute de repos. Puis il repartait de la même allure tranquille. Il avait élaboré ce système, raconta-t-il, au cours de la nuit. Avec cette méthode, je pourrais tenir le coup. Le principe étant de faire halte à intervalles réguliers et avant de me sentir épuisé. Il ne faut jamais aller jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Quel étrange personnage, pensais-je. Une pensée d'une limpidité de cristal, une force intérieure indomptable. Et avec tout ça, empoté comme pas permis. Rien ne peut triompher de ma patience. Quand, bien des années plus tard, j'ai lu cette phrase, je l'ai revue, grimpant ce sentier de montagne d'un pas lent et régulier. Et sa personnalité, pétrie de contradictions, m'a paru moins baroque. Nous atteignîmes enfin la crête. Je précédais les autres et m'arrêtai pour regarder autour de moi. De stupéfaction devant le tableau qui s'offrait soudainement à mes yeux, je crus un instant à un mirage. Tout en bas, dans le lointain, là d'où nous venions, la Méditerranée bleu foncé. De l'autre côté, face à nous, des récifs tombant à pic sur une plaque de verre turquoise. Une seconde mer, mais oui, naturellement, la côte espagnole. Et derrière nous, au nord, en demi-cercle, le Roussillon et la côte vermeille en parure d'automne avec une gamme infinie de jaune et d'ocre. J'en eus le souffle coupé. Je n'avais jamais vu pareille splendeur. Là, en bas, c'est Port-Bou, avec le poste frontalier espagnol. Nous étions partis à 4 heures du matin, Benjamin à 7. Nous avions donc mis de Banyuls à ici près de 10 heures. Ce jour-là, de retour à Banyuls, après mon premier voyage sur la route Lister, je ne pensais qu'à une chose. Le vieux Benjamin et son manuscrit étaient maintenant en sécurité de l'autre côté de la montagne. Quelques jours plus tard, j'appris la mort de Walter Benjamin. Il s'était suicidé à Port-Bou, dans la nuit suivant son arrivée. Au poste frontière espagnol, on leur avait déclaré, au Gurland et à lui, « Nous sommes obligés de vous ramener en France. » On venait de recevoir de nouvelles directives de Madrid, pas d'entrée en Espagne sans visa de sortie français. En cette ère de nouvelles réglementations, les gouvernements de tous les pays semblaient passer leur temps à édicter ordres et directives, à les révoquer, à mettre en vigueur et à annuler des instructions. Pour survivre, il fallait apprendre à se glisser entre les mailles du filet. Faut se débrouiller. Tel était alors, pour vivre et survivre, le mot d'ordre en France. Pour nous, les apatrides, il s'agissait en priorité d'éviter le camp de concentration et de ne pas tomber entre les mains de la Gestapo. Mais Benjamin n'était pas un débrouillard. Benjamin n'avait pas les pieds sur terre. Tout ce qui comptait pour lui, c'était de mettre son manuscrit et sa personne hors d'atteinte de la Gestapo. L'ascension des Pyrénées l'avait épuisé. Et il m'en avait averti. Il ne se jugeait pas capable de recommencer. Mais il avait tout prévu.
Il s'était muni d'une dose de morphine suffisante pour mettre fin à ses jours. Le manuscrit n'a pu être retrouvé, ni à Portbou, ni à Figueras, ni à Barcelone. On avait seulement, à l'époque, inscrit sur le registre des décès que le défunt avait en sa possession une sacoche en cuir noir. Unos papeles más de contenido desconocido, renfermant des papiers à la teneur inconnue. Aujourd'hui que Benjamin est reconnu comme l'un des grands penseurs et critiques littéraires de ce siècle, on me demande parfois « Que vous a-t-il dit de son manuscrit? A-t-il divulgué quelque chose de son contenu? Y développait-il un nouveau système philosophique ?» Juste ciel! J'avais amené mon petit monde au sommet des Pyrénées et ça me suffisait amplement. La philosophie pouvait attendre. L'enjeu était de sauver quelques êtres humains, de leur éviter de tomber aux mains des nazis. Et moi, je me retrouvais, sous ma houlette de passeur improvisé, avec ce sacré phénomène, le vieux Benjamin, que rien n'avait pu convaincre de se séparer de son lest, cette sacoche en cuir noir. Bon gré mal gré, il nous fallait traîner le monstre par-dessus la montagne. « Est-ce que cela peut se reproduire ?» demande Marlène. De la même manière? Non, je ne crois pas. Mais les incubateurs du fascisme ne connaissent pas de frontières, qu'elles soient géographiques ou temporelles. À tes yeux, le nazisme n'est donc pas un phénomène typiquement allemand? Demande-t-elle encore. J'essaie de lui expliquer. L'inhumanité est typique du fascisme, pas du caractère d'une nation. Seules les formes changent. On aimerait croire que le seul coupable, c'est le caractère du peuple allemand, car alors on pourrait se dire « Cela ne peut arriver chez nous ». Mais ceux qui croient ça n'ont rien appris. « Et toi ?» demande Marlène. « Ton pays, c'est où maintenant ?»« Maintenant, chez moi, c'est ici. Et partout où des hommes rêvent de paix et de liberté. »